Au seuil du XIIIe siècle, l'Occident chrétien entre en effervescence. Les villes explosent, l'argent circule, les hiérarchies vacillent, l'Église tangue sous le poids de ses propres réformes. Une nouvelle société surgit, instable, bruyante, incertaine, où l'on cherche moins à défendre l'ordre qu'à inventer un sens. Dans ce tumulte silencieux, un homme se lève. Il n'est ni prince, ni moine, ni clerc. Il est fils de marchand, rêve de chevalerie, embrasse les lépreux, s'adresse aux oiseaux, défie les puissants pieds nus. Il s'appelle François, et il ne fondera ni empire ni école. Mais il bouleversera l'histoire de l'Église, en réintroduisant dans un monde fragmenté la force radicale de l'Évangile vécu. Ce podcast plonge au cœur d'un basculement, celui d'une société médiévale en crise et d'un homme qui, sans dogme ni révolte, devient sa réponse la plus inattendue. En suivant François d'Assise, nous explorerons non pas un saint figé dans la légende, mais un acteur historique, inscrit dans les tensions de son temps, qui incarne, selon l'expression de l'historien Jacques Le Goff, le miracle d'une réforme de l'intérieur. Bienvenue dans l'histoire sans complexe. François d'Assise naît dans une ville profondément divisée, emblématique des tensions de l'Italie centrale à la charnière des XIIe et XIIIe siècles. La ville d'Assise, en effet, n'est pas seulement le décor de sa naissance, elle en est l'un des moteurs. Car la ville est alors secouée par une double conflictualité. À l'échelle interne, elle est marquée par la lutte entre deux groupes sociaux opposés, la petite noblesse féodale, attachée à ses privilèges de naissance, et la bourgeoisie montante, issue des marchands et des artisans soucieuse d'autonomie politique. Cette fracture traverse les familles, les quartiers, les générations. À l'échelle régionale, elle s'inscrit dans un conflit plus vaste, l'antagonisme entre Assise et Pérouse, deux cités voisines rivales. C'est dans le contexte d'une guerre entre ces deux villes que François, jeune homme avide de gloire chevaleresque, est fait prisonnier à Pérouse. Cette expérience, au-delà de l'épreuve personnelle, témoigne de l'imbrication entre destin individuel et violence politique. L'environnement urbain dans lequel grandit François est en pleine mutation. L'ordre féodal s'effrite. La commune émerge comme forme politique nouvelle, pilotée par des familles enrichies dans le commerce. Cette dynamique n'est pas neutre pour le jeune François. Fils de Pietro Bernardone, marchand drapier enrichi, il incarne cette bourgeoisie urbaine en ascension, mais dont la légitimité sociale reste encore très contestée. L'argent, tout en offrant des opportunités, comme chacun le sait, n'efface pas l'ancienne hiérarchie nobiliaire. François naît donc au croisement de deux mondes. Il hérite du capital marchand paternel, mais rêve de grandeur chevaleresque, selon une culture encore imprégnée des valeurs aristocratiques. La structure sociale d'Assise est traversée par une logique de violence civique. Les luttes de factions et les affrontements armés rythment la vie municipale. Ce climat de conflit permanent façonne le cadre mental de François. Il n'est pas un paysan ni un moine, il est un jeune homme de ville, formé dans un milieu marchand, exposé aux tensions de la commune, aux ambitions politiques de sa classe, aux dangers d'un monde urbain instable. Ce contexte n'est pas un simple arrière-plan, il influe directement sur son rapport à la guerre, à l'autorité, à la propriété. La guerre entre Assise et Pérouse, loin d'être un accident de parcours, est un révélateur du désordre social qui entoure sa jeunesse. C'est dans cette société civile fracturée que s'élabore la conscience d'un homme qui, bientôt, refusera toute hiérarchie fondée sur la richesse ou la naissance.
Le cadre urbain dans lequel naît François d'Assise est marqué par une transformation décisive, la consolidation des communes. Cette forme d'organisation politique, issue de la dynamique des villes italiennes du centre et du nord, vient rompre avec la domination seigneuriale antérieure. L'édification du palais communal de Pérouse en 1205 illustre ce basculement. Les élites urbaines revendiquent désormais le pouvoir municipal, souvent au détriment de l'autorité féodale. Assise, à l'instar de Pérouse, est engagée dans ce processus d'autonomisation institutionnelle. Pour François, ce contexte n'est pas abstrait. Il est au cœur d'un monde où les décisions ne relèvent plus des seuls seigneurs, mais des représentants des corps urbains, les marchands, les artisans, les notables. Chaque catégorie constitue un corps et est représentée par des représentants qui sont là pour représenter les intérêts et les privilèges de ces corps. Ce déplacement du pouvoir n'est pas seulement juridique ou architectural. Il structure les rapports sociaux, redéfinit les statuts et influe sur les aspirations individuelles. Le jeune François grandit ainsi dans une société qui se gouverne de plus en plus par ses propres institutions, dans un climat d'effervescence civique où la parole politique circule au sein des assemblées urbaines. L'expérience communale façonne profondément la culture politique implicite des citadins. Elle développe des logiques de débat, de rivalité élective, mais aussi de solidarité professionnelle ou géographique. Ces formes nouvelles de participation civique créent un espace de visibilité pour les hommes issus du commerce, comme le père de François. La montée des communes, en rendant possible l'accès au pouvoir pour des couches sociales qui étaient autrefois complètement exclues de celui-ci, modifie profondément les représentations collectives. François en hérite, sans jamais les revendiquer directement. Sa propre trajectoire, plus tard, exprimera une distance radicale à l'égard des ambitions de puissance qui se cristallisent dans les structures urbaines. Si vous en êtes encore là, à ce stade de l'épisode, c'est que ce podcast vous plaît, non ? Alors soyons clairs, vous êtes officiellement membre de la confrérie des passionnés d'histoire. Et qui dit confrérie, dit devoir sacré. Votre mission est la suivante. Premièrement, vous abonner à la chaîne. Alors c'est gratuit, promis, même en période d'inflation. Deuxièmement, laissez un like pour dire à l'algorithme « Oui, ce contenu mérite d'exister ». Et troisièmement, un petit commentaire, même un simple smiley ou un tout petit message, c'est tout bête, mais ça change tout pour le référencement. C'est grâce à vous que je peux continuer à raconter ces récits, à faire revivre notre histoire commune. Et franchement, quand je vois vos retours, vos likes, vos abonnements, ça me donne juste envie de creuser encore plus loin. Alors merci d'être là et bonne écoute à vous. La naissance de François coïncide avec une transition économique majeure. Le passage d'une économie féodale centrée sur la terre, les redevances, à une économie fondée sur la monnaie, les échanges et la mobilité des capitaux. C'est à cette période que naît, d'une certaine façon, le capitalisme. Ce changement s'incarne dans l'essor des marchands, des changeurs, des artisans spécialisés qui deviennent les figures structurantes d'une société nouvelle. L'Italie communale en particulier se distingue par l'intensité de cette mutation. Les transactions se multiplient, les foires se développent, les monnaies locales s'imposent comme instrument d'un pouvoir désormais marchand. François, en tant que fils d'un drapier enrichi, est directement immergé dans cette réalité. Il ne l'observe pas de loin, il y participe pleinement, il en bénéficie, il en est même un temps le prolongement. L'économie monétaire structure son environnement familial, son mode de vie, ses relations sociales. L'usage de la monnaie transforme non seulement les échanges, mais aussi les mentalités. Elle introduit une logique de calcul, de profit, de comparaison,
qui s'étend bien au-delà du simple commerce. Elle redéfinit la valeur des choses, y compris celle des hommes, selon des critères économiques. Cette logique nouvelle pénètre les villes, modifie les hiérarchies sociales, ébranle les équilibres anciens. Dans ce monde où l'argent devient le vecteur principal des interactions, François développe une sensibilité particulière à la violence symbolique de la richesse. Son rejet futur des biens, sa défiance à l'égard de toute forme de propriété, ne peuvent se comprendre qu'à partir de cette expérience initiale. Il a vu de l'intérieur comment l'argent structure la société, sépare les hommes, alimente les convoitises. Il n'en fera pas seulement un objet de critique morale, il construira son identité contre lui, en rupture radicale avec les codes économiques de sa classe d'origine. L'un des traits les plus significatifs de sa jeunesse réside dans le fossé qu'il creuse très tôt entre son origine sociale et ses aspirations. Bien qu'il soit héritier d'un patrimoine marchand très important, inscrit dans une dynamique économique ascendante, il ne manifeste aucune inclination pour le métier de son père. L'activité drapière, les logiques de profit, les responsabilités commerciales ne suscitent chez lui ni vocation ni aucune fierté. Son imaginaire se tourne ailleurs, vers l'univers chevaleresque, vers les exploits militaires, vers une forme d'idéalisation héroïque de la noblesse. Ce décalage est d'autant plus frappant qu'il ne correspond pas à une rébellion ouverte, mais à une orientation intérieure, structurante. La fascination de François pour la chevalerie s'inscrit dans une réception culturelle bien précise, celle de la culture courtoise, largement diffusée dans les milieux urbains de l'Italie du centre. Cette culture est marquée par l'influence française, en particulier par les chansons de gestes et les récits épiques qui exaltent l'honneur, la bravoure, le service du suzerain ou de la dame. L'éducation de François, bien qu'issue d'un milieu marchand, a été traversée par ces références. Il admire les figures du preux, rêve d'armes et de gloire, aspire à s'élever au-dessus de sa condition par l'accomplissement personnel et non par l'enrichissement matériel. Ce déplacement du désir qui le pousse à refuser les signes extérieurs de la richesse bourgeoise pour leur préférer les emblèmes chevaleresques est porteur d'une tension constitutive. François cherche un sens qui dépasse la réussite sociale transmise par sa famille. Il n'ambitionne pas de posséder plus, mais de devenir autre. En cela, il exprime une crise d'identité propre à une époque où les catégories sociales sont en recomposition. Le rejet du commerce ne relève pas d'un mépris instinctif, mais d'une recherche existentielle tournée vers un idéal d'honneur et de grandeur que la culture féodale continue à porter, même dans les villes. La jeunesse de François révèle un clivage intérieur qui ne s'effacera jamais totalement. Celui qui oppose en lui la culture de la richesse marchande à l'aspiration vers un idéal hérité de la noblesse. Cette dualité structure son rapport au monde et constitue une clé de lecture essentielle de son itinéraire. D'un côté, il appartient à la classe bourgeoise montante, mais il maîtrise les codes de celle-ci, les ressources, les réseaux. Mais de l'autre, il se projette dans une éthique complètement différente, nourrie de bravoure, de service désintéressé, de dépassement de soi. Ce tiraillement ne se résout pas dans une simple substitution de valeurs, mais dans une tension constante. Même lorsqu'il renonce à ses biens, se dépouille et embrasse la pauvreté, François conserve une forme de noblesse spirituelle héritée de cet imaginaire aristocratique. Le geste de rendre ses vêtements à son père dans un acte public de rupture relève moins d'une logique de renoncement économique que d'un acte symbolique de déshérence assumée, presque rituel, digne des récits de dépouillement héroïque.
Il ne devient pas un marginal par accident, il choisit une autre grandeur. Tout au long de sa vie, cette tension initiale se transpose sur d'autres plans. François récuse les hiérarchies fondées sur la richesse, mais n'adopte jamais pour autant une posture populiste. Il prêche l'humilité, mais avec une force de conviction et un style qui relève d'une autorité presque aristocratique. La pauvreté qu'il choisit n'est pas misère, mais élévation par le dépouillement. Ainsi, la tension entre les deux modèles de société, celui de la société des affaires contre celui de l'honneur, ne s'annule jamais. Elle se transforme en une dynamique intérieure féconde, qui donne à l'engagement de François sa profondeur singulière et son rayonnement durable. Le cadre ecclésial dans lequel François voit le jour est profondément marqué par l'héritage de la réforme grégorienne, encore active dans ses prolongements institutionnels et juridiques. Cette réforme, engagée à partir du XIe siècle, a pour ambition de purifier l'Église de ses compromissions avec le pouvoir séculier, de garantir l'indépendance du clergé et de réaffirmer l'autorité du pape. Elle se traduit notamment par une lutte résolue contre la simonie, c'est-à-dire l'achat ou la vente des charges ecclésiastiques, et contre le nicolaïsme, soit le mariage ou le concubinage des clercs. L'objectif est de restaurer la dignité du sacerdoce en imposant une stricte séparation entre les sphères religieuses et laïques. À l'époque de François, ces combats ont engendré une église plus centralisée, plus hiérarchisée, plus normative. Le droit canonique, en pleine expansion, devient un instrument majeur de gouvernement ecclésiastique. Le recours au droit, aux décrets pontificaux, aux procédures formelles, traduit un changement de régime. L'Église se dote de moyens juridiques pour administrer la foi, définir les normes et exercer le contrôle doctrinal. Cette évolution, bien que destinée à affermir la cohérence de l'institution, a pour effet de distendre le lien entre les clercs et le peuple chrétien. François naît au cœur de ce processus. Il ne le conteste pas frontalement, mais il en subit les effets indirects. La réforme a produit une église, comme je l'ai dit, plus intègre sur le plan disciplinaire, mais aussi qui s'éloigne de plus en plus des fidèles. Le jeune laïc qu'est François, animé d'une foi vive, ne trouve pas dans l'institution les moyens d'un engagement direct et vécu. Il appartient à une génération pour qui la sainteté ne peut plus se limiter à l'obéissance ou à la récitation. Dans une église plus orthodoxe mais moins incarnée, il recherchera à restaurer une forme de proximité évangélique, sans remettre en cause frontalement l'édifice de l'Église. L'éloignement vis-à-vis des fidèles se caractérise par un langage religieux qui s'universalise mais qui devient de plus en plus abstrait. La voix de l'institution parle fort mais rarement au nom de ceux qu'elle encadre. Les préoccupations des laïcs, les formes de piété populaire, les quêtes de proximité spirituelle peinent à trouver une reconnaissance dans ce système rigide. L'Église enseigne, interdit, réglemente, mais elle écoute peu. C'est précisément ce défi d'attention, ce silence sur les aspirations simples et profondes du peuple chrétien qui forme le terreau sur lequel François va puiser son inspiration. L'expérience religieuse de François s'inscrit en rupture avec ce modèle institutionnel. Sans en contester l'autorité, il choisit de se placer hors des circuits habituels. Il ne revendique aucune fonction cléricale, ne cherche pas à intervenir dans les débats théologiques ou juridiques. Il préfère le contact direct, l'exemple vivant, l'humilité du geste. Là où l'Église parle depuis le sommet, François s'adresse depuis la rue, depuis la marche, depuis la pauvreté. Son mode d'existence devient en soi une forme d'interpellation, une manière de rappeler que la foi
ne saurait se réduire à des prescriptions, aussi cohérentes soient-elles, dès lors qu'elle ne se fait plus écoute ni présence auprès des plus petits. À l'époque de François, l'Église est confrontée à un phénomène qui la déstabilise profondément, la montée des hérésies et des mouvements religieux issus des laïcs. Ces groupes, comme les Vaudois ou les Umiliati, ne prônent pas forcément une doctrine radicalement opposée à celle de Rome. Leur point commun est plutôt la volonté de vivre une foi simple, directe, conforme à l'Évangile. Ils souhaitent lire les textes sacrés eux-mêmes, prêcher sans être clairs et souvent mener une vie marquée par la pauvreté volontaire et la fraternité. Leur démarche s'inscrit dans une aspiration spirituelle sincère, mais elle sort des cadres autorisés par l'institution ecclésiale. Le clergé peine dans ce contexte à comprendre la portée de ces revendications. Plutôt que d'y répondre sur le fond, elle y voit un danger pour l'ordre établi. La prédication est strictement réservée aux prêtres. Toute initiative religieuse venant du peuple est perçue comme une menace potentielle. L'Église se ferme à une part croissante de la vie spirituelle qui s'exprime hors de ses murs, ou du moins hors de ses contrôles. Face à la montée des hérésies et des mouvements religieux marginaux, François adopte une position singulière. Il partage, avec les Vaudois, les Cathares et les Umiliati, certaines intuitions fondamentales, la volonté de revenir à l'Évangile dans sa nudité, le rejet de la richesse ecclésiastique, l'aspiration à une vie communautaire simple, marquée par le travail manuel et la pauvreté. Mais là où ces groupes entrent en rupture avec l'Église, soit en contestant sa hiérarchie, soit en s'autorisant à prêcher sans mandat, soit en niant certains sacrements, François choisit au contraire de rester dans son giron, tout en la transformant de l'intérieur. Pour comprendre son parcours, il faut insister sur ce point. Dès les débuts de sa conversion, François n'a jamais cherché à s'opposer institutionnellement à Rome. Il demande humblement conseil à l'évêque d'Assise, accepte son silence ou ses réticences, ne revendique aucun droit propre. Mieux encore, lorsque son projet de vie commence à susciter de l'intérêt autour de lui, il ne constitue pas une communauté parallèle, mais entreprend avec ses compagnons un voyage à Rome pour demander l'approbation du pape Innocent III. Cette démarche n'a rien d'anodin. Dans une époque marquée par la prolifération de groupes dissidents, ce choix exprime clairement le refus de toute scission, de toute rébellion. Ce geste d'obéissance ne signifie pas soumission passive. François présente son mode de vie comme une forme de témoignage évangélique et non comme une règle monastique. Il ne veut pas créer un ordre clérical de plus, mais permettre à des laïcs de vivre selon les conseils du Christ en restant intégrés à la structure ecclésiale. Innocent III, sensible à l'enracinement biblique de cette proposition, accepte verbalement leur projet. Ce compromis fragile permet à François de légitimer sa démarche tout en évitant le piège de la subversion. Il offre ainsi à l'Église une voie de réforme vécue exemplaire mais sans révolte. La fidélité de François à l'Église ne l'empêche pas d'être exigeant. Il refuse toute compromission avec la richesse, toute forme d'ambition ou de carrière cléricale. Il s'interdit même la prêtrise, mais cette rigueur s'inscrit dans une logique de fidélité. Il ne cherche pas une église nouvelle, il veut que l'église retrouve par le bas le visage du Christ pauvre. Un épisode décisif marque le basculement spirituel de François, la rencontre avec le crucifix de l'église en ruine de San Damiano. C'est là qu'il entend, selon les sources, une parole venue du Christ en croix. François, va et répare mon église, qui, comme tu le vois, tombe en ruine. Ce message est fondamental, car il condense à la fois l'intuition personnelle de François et le diagnostic historique que pose Jacques Le Goff. L'Église institutionnelle, en dépit de sa puissance, de ses réformes,
de sa centralisation croissante, s'est éloigné de sa vocation évangélique. La réponse de François n'est pas théorique, elle est essentiellement concrète. Il commence littéralement par reconstruire une petite chapelle délabrée avec ses mains, pierre après pierre. Ce geste, apparemment naïf, est en réalité symbolique. Il refuse de s'inscrire dans les logiques savantes ou théologiques qui dominent l'Église de son temps. Il n'écrit pas, ne disserte pas, n'enseigne pas. Il n'utilise ni la dialectique scolastique, ni le droit canon, ni la rhétorique universitaire. Il rejette les livres, non par anti-intellectualisme, mais par fidélité à un mode de vie fondé sur l'imitation du Christ plutôt que sur la spéculation. Cette défiance s'étend aux privilèges et aux richesses ecclésiastiques. François ne se contente pas de prôner la pauvreté. Il l'embrasse au point de ne rien posséder, pas même ses sandales. Il interdit à ses compagnons d'accepter des aumônes en argent, exige qu'ils mendient leur pain et refuse que la communauté détienne en propre un lieu fixe. Ce refus, souligne Jacques Le Goff, vise à rompre avec toute forme de pouvoir, y compris celui qui s'exerce à travers la possession de biens, de titres ou d'influence. Cette réforme de l'intérieur ne se fait pas par la voie hiérarchique, mais par la contagion de l'exemple. François ne monte pas en chaire, ne convoque pas de concile, ne s'entoure pas d'érudits. Il se contente de vivre l'évangile au quotidien, dans la nudité, la fraternité et le service. Cette simplicité, cette pauvreté, vécue sans revendication, bouleverse. L'impact est tel que les plus hautes autorités de l'Église, à commencer par le pape lui-même, Innocent III, y reconnaissent une vérité spirituelle inattaquable, au point de la valider sans réserve formelle. L'attitude de François n'est pas une protestation extérieure, elle constitue une mise en pratique immédiate de l'appel qu'il a entendu à San Damiano. Réparer l'Église ne signifie pas en reconstruire la hiérarchie, ni en proposer une autre, mais redonner sens au message du Christ par l'exemple, la pauvreté et la proximité avec les exclus. Ce que François réforme, ce ne sont pas d'abord les structures, c'est le cœur même du témoignage chrétien. Il montre que l'on peut, au sein de l'Église, sans révolte ni controverse, réactualiser la radicalité évangélique. Son action ouvre un espace nouveau, celui où la sainteté, sans passer par la prêtrise ni par l'ordre monastique, redevient accessible, visible et active. En cela, il opère une transformation profonde, non imposée de l'extérieur, mais accueillie de l'intérieur. D'où le caractère exceptionnel, presque paradoxal de sa position, une réforme acceptée sans combat doctrinal, parce qu'elle s'incarne dans une vie irréprochable. François d'Assise ne conçoit aucune autorité fondée sur le rang, la fonction ou le savoir. Il rejette aussi bien les distinctions héritées de la société féodale que les positions honorifiques au sein de la communauté religieuse qu'il a lui-même inspirée. Il refuse tout rôle de commandement, tout statut clérical, jusqu'à écarter l'idée de recevoir les ordres. Cette posture n'est pas une simple marque d'humilité personnelle. Elle traduit une vision cohérente du lien humain et spirituel fondé sur l'égalité. Dans la communauté qu'il fonde, aucune barrière ne doit séparer ceux qui prient, travaillent ou annoncent l'Évangile. Ce refus de toute forme de préséance se manifeste dans sa pratique quotidienne. Il se rend auprès des exclus, partage la vie des lépreux, marche avec les simples comme avec les prélats. L'attention portée à chacun n'est pas fonction de sa position, mais de sa dignité de créature. Cette égalité vécue ne repose ni sur un principe abstrait, ni sur un programme, mais sur une manière d'être au monde, modelée par l'exemple du Christ. Même lorsque l'ordre franciscain prend de l'ampleur,
se structure et commence à bénéficier de protection ecclésiastique, François se tient à l'écart. Il s'éloigne des centres de décision, se retire dans la solitude et se méfie de l'accumulation de privilèges. Il choisit la précarité, le déplacement permanent, l'insécurité matérielle. Ce choix n'est pas une fuite, mais un positionnement. Rester fidèle à la forme de vie qu'il a embrassée avant que son expérience ne soit intégrée aux institutions. Il ne revendique aucune reconnaissance. Il laisse aux autres la charge de gouverner et à lui-même celle de témoigner. Cette fidélité à la marge est chez lui une exigence spirituelle indissociable de son rapport à la vérité évangélique. Dans un monde éclaté par les conflits sociaux, les clivages religieux et les mutations économiques, François d'Assise apparaît comme une figure de cohésion inattendue. Ni médiateur institutionnel, ni réformateur théoricien, il fédère sans réunir, rassemble sans dominer. Son existence traverse les frontières qui séparent riches et pauvres, clercs et laïcs, saints et lépreux, puissants et exclus. Il ne cherche pas à uniformiser, mais à relier. Par la seule puissance de l'exemple, il donne corps à une fraternité vécue, capable d'unir ce que la société tend à opposer. Dans un siècle de rupture, François n'efface pas les lignes de fracture. Il choisit de les habiter. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un petit commentaire. Ça change vraiment tout au niveau du référencement et du placement de mes podcasts dans l'algorithme. Encore merci et à très bientôt pour de nouveaux podcasts.